d'abord une petite note. Moi, je suis entré en 40. Je suis entré à 28 ans, après avoir servi de mère à mes frères et sœurs. Ma mère était décédée, bon. Alors, j'ai eu une vie dans le monde avant d'entrer. J'ai dirigé un commerce, j'étais président de l'association d'Action catholique, j'ai fait toutes sortes de choses. Bon. Puis quand j'ai été relativement libéré de la famille, deux de mes sœurs étaient mariées, un de mes frères. Bon, j'ai dit à mon père, ça fait 8 ans que là, je pense que quelqu'un peut prendre ma place. Mon père m'a dit, si tu t'en vas, je vais me marier. Je lui ai dit, c'est bien. Alors moi, je suis parti en 40. J'ai trouvé ça difficile. À l'âge que j'avais, mes années de formation étaient des années, comment je dirais, frustrantes d'une certaine façon. J'attendais plus que ça. D'abord, ça faisait quelques années qu'un prêtre me dirigeait, et bien. Puis là, j'avais l'impression de revenir en arrière. Bon, alors c'est 7 ans de formation, hein, de 40 à 47, mes vues perpétuelles. J'ai fait mes vues perpétuelles à 35 ans. Et ma première mission, juste avant mes vues perpétuelles, dans le Nord, une petite mission entre Maniwaki et Mont-Laurier, complètement perdu dans le fond des bois. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de... Bon, enfin, pas la misère, les gens vivaient comme ça. Hein? Oui. Mais aucune commodité, l'éloignement complet de tout. Et surtout, aucune nourriture spirituelle, aucune. On partait avec nos livres de communauté, là. C'était pas les sermons du curé le dimanche. Bon, en tout cas, j'ai été ramené à Saint-Laurent en 1946. C'était avant le centenaire de l'arrivée des sœurs. Alors quand je suis arrivé, on ne savait pas trop quoi faire avec moi. J'avais déjà un diplôme d'enseignement. Bon. Alors, on m'a demandé de faire le livre souvenir du centenaire. J'ai passé l'année. Ça a été mon premier contact avec le Père Moreau. Mais c'était pas facile, hein, parce que j'étais à vœu temporaire. De toute façon, c'était la directrice générale des études qui était responsable du travail. Elle allait me chercher les choses aux archives, me les donnait. À un moment donné, un des maires du conseil a dit, pas les archives, une salle à vœu temporaire. J'avais 30 ans. Alors, on m'a enlevé les documents. J'ai dit, alors, la directrice générale des études prenait les textes, et elle me disait ce dont elle pensait que j'avais besoin. Puis j'ai fait le livre souvenir comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est une de mes épreuves de vœu temporaire. Le livre a été édité, on y a travaillé bien. Alors, un jour, la directrice des études m'appelle. Elle me dit, venez voir ma soeur, le volume, il est très beau, il reste. Malheureusement, elle dit, je ne peux pas vous en offrir un, parce que le maire général dit, c'était son obédience, il n'y a pas question de lui donner. Ça, vous vous en servirez si vous voulez ou pas, mais ça vous donne une idée du temps, oui. Et c'est tout ça avec beaucoup de gentillesse et tout. Non, ça, c'est votre obédience. C'est tout. Bon. Une fois, j'ai fait mes vues perpétuelles cette année-là. Ça avait été ma préparation immédiate. Alors ensuite, j'ai eu 2 années d'études, fini mon baccalauréat. Et là, j'ai été professeur au collège jusqu'au général, jusqu'en 73, de 50 à 73, 23 ans. J'ai aimé l'enseignement, j'ai aimé les jeunes, j'ai aimé le milieu. Hein. On a travaillé beaucoup, beaucoup. Le collège était pauvre. Hein. Il fallait faire des produits pour avoir du matériel. Mais j'ai beaucoup aimé le collège. J'ai aimé les compagnes de ce temps-là. Et je peux dire que
À partir du moment où je suis arrivé à Saint-Laurent, où là, la nourriture spirituelle était abondante, où, là, je me suis vraiment sentie religieuse à temps plein, si tu veux. Hein. J'ai réalisé à ce moment-là, ça me conduit encore, que la vie religieuse, c'était d'abord une aventure avec Dieu. La mission, ça faisait partie de l'aventure. Les conditions de la mission, les vœux temporaires avec toutes les restrictions, ça faisait partie de l'aventure avec Dieu. Alors, à ce moment-là, ça change les choses. Je me dis, ça change. Ça les approfondit. De toute façon, moi, ça m'a orienté pour la vie. Ça m'a orienté pour la vie. Alors, donc, j'arrive au collège, je prends la classe de belles lettres et de réto. Ensuite, je prends les 2 classes de philo, je laisse belles lettres et réto. Puis là, j'ai beaucoup travaillé dans les groupements, comment je dirais, extrascolaires, avec des professeurs un peu partout, tu sais, les journaux étudiants, j'ai fait partie des jurys à Radio-Canada pour les concours d'étudiants. Je me suis beaucoup donné. J'étais plus âgé que la plupart des professeurs qui étaient à mon niveau. Hein. Alors c'était pour moi un peu comme des frères, un jésuite, un sulpicien. Bon. Et ça, pour moi, ça complétait en quelque sorte mon travail auprès des jeunes. Il y avait un travail auprès des jeunes enseignants aussi. Alors quand les années 60 arrivent à ce moment-là, hein, puisque j'ai enseigné au collège jusqu'en 73, donc de 60 à 73, c'était le concile. On a changé de costume à ce moment-là. Et le ministère de l'Éducation a été érigé à Québec, après la commission parents. Et là, on a eu un choix à faire. Laisser notre collège devenir un collège public. Collège pour lequel on avait fait tellement de sacrifices qui avait atteint un niveau d'excellence. Là, on a eu des réunions de toutes sortes. J'ai fait partie, moi, du comité de translation du collège au cégep, avec des professeurs du cégep. Et je peux dire que beaucoup de sœurs n'étaient pas d'accord avec la vente du collège, on peut dire. Vendre, il faut s'en parler, on avait une dette énorme. Mais moi, j'étais convaincu, et d'autres avec moi d'ailleurs, qu'il s'agissait là de donner une chance à l'enseignement public. Parce que l'enseignement qui dépassait le secondaire ne se donnait que dans les collèges privés, tenus par des congrégations religieuses, hein, qui faisaient vivre leur collège, demandez-moi comment, hein, mais il n'y avait pas d'enseignement supérieur au niveau collégial, là, du tout, à moins que ce soit dans des institutions privées. Bon. Oh, le gouvernement peut peut-être compléter un peu, mais très peu. Alors, moi, j'étais persuadé que si on faisait le transfert, il fallait le faire au nom de la mission. S'il y avait un sacrifice à faire, il fallait le faire au nom de la mission. Et ça, d'ailleurs, en revenant au Père Moreau, qui avait voulu, justement, que la première mission à Sainte-Croix soit une mission pour préparer des jeunes à l'enseignement supérieur. Hein? Ouais. Le Collège du Mans, sa première fondation, c'était un collège qui visait à pousser plus loin les jeunes chrétiens. Bon, alors finalement, la congrégation a accepté. Le cégep de Saint-Laurent s'est constitué de 2 collèges Sainte-Croix, le collège Saint-Laurent et nous. Tous les professeurs qui ont voulu sont restés. Hein? Moi, j'ai eu des offres à ce moment-là pour passer à l'université, j'avais déjà un doctorat. Je n'ai pas voulu. Moi, je me disais, on a une expérience qui nous est propre.
Alors, je suis passé au cégep. Ah, OK. Oui, mais là, les sœurs d'entre nous qui sommes passés au cégep, nous sommes passés avec une certaine philosophie. Parce que nous avions plus d'années d'expérience, une meilleure formation. On entrait là avec toutes nos qualifications. Donc, on pouvait dominer pendant un bon bout de temps. Puis on n'a pas voulu. On a laissé la place aux laïcs, on est passé en second. Je pense à la bibliothèque, Sœur Simone Charette, qui était une lumière. Elle a laissé la place à quelqu'un qui était beaucoup moins, et elle a travaillé sous sa direction. Moi, je pouvais être responsable du département de français. J'ai laissé la place à un professeur laïque. Et on a fait ça systématiquement. Hein. La première génération de professeurs au cégep, c'était extraordinaire, comme collaboration avec les laïcs. Et moi, j'ai pu constater dès ce moment-là qu'on avait fait un bon choix. La première année, la deuxième année, nous sont arrivés des jeunes qui venaient de la Pointe-Saint-Charles, qui venaient de l'école de métier, je ne sais pas où, qui n'avaient aucune culture, qui était la première génération qui dépassait l'école secondaire, hein, et qui arrivait au collège là, sans préparation, dans un niveau qui les dépassait tant et plus. Hein, mais qui sont entrés là avec un souci là, d'excellence. Ils étaient les premiers de leur famille, les premiers de leur coin. Et puis, mais comme ils avaient tellement de failles dans leur préparation, c'était difficile. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec ces jeunes-là. Je vous donne un petit exemple. Un jour, un élève, il devait avoir 19 ou 20 ans. Et appliqué, mais pas tellement près. Mais en fait, il faisait ce qu'il fallait faire. À un moment donné, il a commencé à arriver en retard au collège. Il faisait plus ses travaux. Il dit, non, est-ce qu'il prend de la drogue? Je le fais venir. Il me dit, pas ça, ma soeur. Vous savez, il dit, quand je suis arrivé au collège, moi, je travaillais, hein, je donnais mon argent chez nous. Là, il dit, non seulement je ne peux pas donner d'argent, mais ça me coûte un peu d'argent pour venir au collège. Alors, il dit, je prends son langage, je me suis acheté un vieux troc, je ramasse la neige la nuit, puis j'arrive au collège le matin. C'est ça. Ouais. Je peux en donner d'autres. J'avais trouvé ça un peu extraordinaire. Ces jeunes-là étaient tellement reconnaissants de ça. La moindre attention qu'on leur donnait pour surmonter les failles. Quand je suis arrivé au général, en 73, il y en avait encore des seuls. À un moment donné, il m'a eu 4 garçons. On part au général. Ma soeur, elle dit, on vient voir là, pourquoi vous avez lâché. J'ai dit, vous ne nous aimiez pas? Ben, j'ai dit, oui, bien sûr, je vous aimais. Il dit, nous autres, on vous aimait. Là, ils sont arrivés au collège, vous n'êtes plus là. Ben, j'ai dit, vous savez, en communauté, bon, là, je leur explique du mieux que je pouvais. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, qu'est-ce que vous faites ici, là? Hein? Ben, qu'est-ce que je faisais au début, hein? Ah. Il y en a qui disent, moi, je ne sais pas, là, mais j'ai l'impression que entre le pape et vous, là, il n'y a qu'une femme. C'est la compréhension qu'il avait. Il dit, comme ça, vous ne viendrez pas. Ben, j'ai dit, ben non, je viendrai. Ah, ils sont retournés. Mais après ça, plusieurs sont restés en contact avec moi. Mais c'était ça. On avait des jeunes qui sortaient des collèges, qui venaient... Oui, ma belle. Oui, mettre la Je voulais déposer ici. Oui, c'est bien. Merci. Bonjour. Mais, bon, tout ça pour vous dire, c'est de l'anecdote. Hein? Mais pourquoi on a laissé partir le collège? On l'a laissé partir dans un souci de service des jeunes défavorisés. On avait des jeunes qui venaient du Mont-Royal, mais
Ça faisait des classes assez spéciales aussi. Moi, j'ai aimé ces jours. Alors, je suis passé au cégep en 68. Et pour la vie religieuse, ça supposait qu'on laissait la grande maison. La maison mère. Et, oui, mais le collège, on était quand même dans le même édifice, mais on était chez nous, hein. Bon. Et là, on s'est répartis en groupe de 6, 7, 8 pour s'en aller dans des maisons unifamiliales dans Saint-Laurent. Personne n'a été forcé de le faire. Mais, bon, à un moment donné, je me rappelle, la provinciale avait mis le nom de 3 supérieurs, dont moi. Elle avait dit aux soeurs, inscrivez-vous. Alors, mais c'était quelque chose, là, que de reprendre la vie religieuse dans un autre contexte. Concilier cette nouvelle expérience avec votre enseignement au cégep, on continuait. Hein? Pas le matin, mais on venait le soir. Et, bon, certaines d'entre nous, puis on n'avait pas d'employés, on n'avait pas de... Tout se faisait, hein. Et plusieurs sortaient de la lune, hein. Je veux dire, ça avait bien faire dans une maison et tout. Alors, il fallait acclimater à la vie dans ce contexte-là. Il fallait inventer de nouvelles formes de vie religieuse, beaucoup axées sur le partage d'Évangile, partage... Mais ça encore, c'était pas facile. Il y en avait qui ne voulaient pas. Hein? Bon. Et certaines petites audaces aussi. Pas toujours. Ils n'ont pas toujours été acceptés, mais en fait. Alors, on avait à réapprendre à être des professeurs comme nos collègues qui voyagent de la famille au collège. Hein? Avec ce que ça représente. Avec des devoirs dans les deux contextes. Mais pour nous, le devoir était double. Non seulement il était de faire de nos maisons des maisons heureuses, des maisons bien vues dans le quartier, parce que capables d'établir des relations, et puis capables de mener une vie religieuse authentique. C'était pas facile. Tout ça ensemble, là. C'était le moment des départs. Et ça partait pleinement. Certaines parce qu'elles n'avaient pas des vocations sociologiques, c'était. Et quand à un moment donné, elles ont vu, elles pouvaient continuer d'enseigner au cégep et de garder leur gros salaire. Plusieurs sont partis, plusieurs. Et ça nous a crevé le cœur. Hein? Plusieurs étaient nos anciennes élèves du collège. Et c'est ça. Alors ça, c'est des années extrêmement pénibles. Mais en même temps, moi je dirais, des années où on a vu naître la possibilité d'un nouvel avenir. Je ne dis pas un nouvel avenir. La possibilité. La possibilité, si on était capable d'inventer des formules adéquates. Et l'inquiétude, elle était dans toutes les communautés. Hein. J'ai fait partie, moi, au plan diocésain, d'un comité d'études et de partage, justement, sur ces questions-là, et des sœurs d'autres congrégations. Puis un jour, on a été invités par l'évêque, puis d'autres membres de la curie diocésaine. Ils nous posaient des questions là-dessus. Comment on envisageait notre façon de vivre la vie religieuse à ce moment-là? Comment on envisageait notre service? Et je vous donne juste un exemple. Chez certaines de nos compagnes, et même chez les gens du monde, il y avait ce que j'ai appelé l'opprobre du gros salaire. Même si on ne touchait même pas, on ne le voyait même pas. Mais non. Il était déposé directement là-bas. C'est ce qui constitue actuellement hein, le début du fonds de pension. C'est ça. Hein? Mais alors, l'opprobre du gros salaire. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Et pour ça, même chez nos professeurs laïcs,
quelques-uns étaient surpris. Il y en a avec qui je voyageais. J'étais assistant provincial à un moment donné. Je voyageais de Côte-des-Neiges à Saint-Laurent, 2 fois par jour. Il y avait un professeur qui m'amenait de temps à autre. Alors, à l'époque des vacances, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances, pas ça? » Je vais faire ma retraite, et puis je vais aller rendre service à travail. Mais il dit « Vous ne payez pas un voyage? » J'ai dit non. Mais qu'est-ce que vous faites de votre salaire? Je ne le vois pas, mon salaire. Mais il dit, j'ai dit, chaque année, on fait un tout petit budget. Et on va demander au fur et à mesure ce dont on a besoin. Il me regardait. Il savait que je gagnais un gros salaire, j'avais un doctorat pour me donner l'enseignement. Et comme ça, il dit, vous ne voyez pas votre salaire? J'ai dit non. Ça fait partie, ça, de notre vie de pauvreté. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose, ça. Mais c'est souvent ça que les gens disent. Tu sais, quand j'enseignais, moi, comment ça, tu ne vois pas ton salaire? Ouais. Puis, Ouais. C'est ça. Alors, personnellement, comment j'ai vécu cela? Avec, disons, je vous ai dit ce que je pensais de l'enseignement. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire de don de moi-même, d'élargissement de l'expérience, de l'enseignement. Et les relations avec les professeurs, ça m'a comblé. Hein? Les conditions, c'est sûr que laisser le collège, c'était quelque chose. On y avait mis toutes nos ressources, tout notre cœur, toute notre fierté. Puis c'était beau ce qu'on faisait. À un moment donné, on a dit, mais l'État institue l'enseignement gratuit au niveau. On aurait pu rester dans notre solitude. Certaines congrégations ont préféré le faire. Mais au bout de quelques années, elles ont dû. Mais comme le collège de Saint-Laurent avait presque tout de suite accepté, on ne pouvait pas faire le collège gratuit là. Nous, un collège. Et à ce moment-là, pourquoi? On a beaucoup réfléchi à ce moment-là. On a beaucoup prié. On a consulté. Donc, je vous dis, j'ai fait partie, moi, du comité de transfert. Puis c'est le cœur libre qu'on est passé là. Et que moi, j'ai accepté de passer au cégep. Ah oui. Mais c'était bien différent. Mais quand même, j'ai enseigné là de 68 à 73, 5 ans. À 73, je suis passé au général. c'est ça. Mais j'ai gardé une tendresse particulière pour cette époque-là. Remarquez que, un peu plus tard, là, ça s'est gâté. Le syndicat a embarqué avec des conditions qui étaient... Les petits jeunes professeurs qu'on avait protégés ont pris, le devant du tableau. Mais ont pris leur place non seulement avec nous, ou devant nous, les religieux, mais devant les professeurs laïcs, qui étaient déjà au Collège Saint-Laurent et chez nous. Là, ils prenaient ça en main, eux. Puis ça a été difficile, il y a eu des grèves, il y a eu des... J'ai connu la première grève, moi. Vous comprenez qu'une grève... Oh, ils avaient fait une liste de piquetage, hein? Ils m'avaient mis à 6 heures le matin. J'ai dit, hey, qu'est-ce que je fais là? À un moment donné, il y a un jeune professeur qui dit, ça, avez-vous donné la liste? J'ai dit, oui. Il m'a dit, à 6 heures, c'est moi qui parle ça. C'est comme ça. Hein? Ouais, ouais. Et je ne sais pas si je l'aurais fait. Probablement. Enfin, c'est ça. Alors, donc, arrive le concile dans ces années-là. Hein? Je dirais, en plus du changement de conditions de vie missionnaire, de vie religieuse, il y avait à entrer dans l'esprit du concile. C'était, comment je dirais, c'était comme une espèce de plus par rapport à ce que nous vivions. Hein? Mais il y avait aussi des lignes directives.
il s'agissait de les voir, puis de... Je disais, on ne pouvait pas tout faire en même temps. Hein? Mais non. Où est-ce qu'on voulait mettre nos priorités? Où est-ce qu'on voulait? Il y a eu des choses là, extraordinaires. La permission d'avoir une Bible, ce qu'on n'avait jamais eu. Oui. Hein? Moi, je me rappelle. Mais, encore une anecdote. On avait la permission d'avoir une Bible. Mais la Bible appartenait à la maison. Si tu partais, tu laissais ta Bible là. Tu tombais dans une autre maison, probablement il y en avait d'autres qui étaient... Alors, ça c'était l'ancien esprit, c'était encore comme ça. Mais moi, le conseil, d'abord, on a mis à notre disposition les documents du conseil, tant et plus. Hein. Sœur Marguerite Galipeau, la supérieure générale de ce moment-là, a été une femme magnifique. Ouais. Magnifique. Elle a eu beaucoup de difficultés avec le costume. Elle a été prise à partie par des communautés qui menaçaient de demander la tutelle de la congrégation. Mais elle passe à travers tout ça, avec son sourire. C'est une femme très simple, très humble, intelligente. Hein. Elle savait. Dieu l'a éclairée d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai aimé cette femme-là beaucoup. Mais c'est ça. Alors ça, c'est la vie des années 60. Hein? Moi, j'ai quitté le généralat en 85, c'était déjà dépassé. On avait contribué à répandre le bon esprit, c'est-à-dire l'esprit du conseil, l'esprit du renouveau, avec ce genre au général. Oui. C'est ce qu'on a fait. Hein? Ouais. Et puis, pour nous, la réhabilitation du fondateur. Ça a été le gros moi, quand je suis entré, j'aimais beaucoup l'histoire d'ailleurs, j'aurais voulu en savoir. Mais ce qu'on savait, c'était du bouche à oreille. Il n'y avait pas d'écrit. Les écrits, peut-être qu'il y en avait au général, je ne sais pas. Mais je me rappelle avoir demandé à un moment donné un renseignement sur le Père Moreau. Ce qu'on m'avait dit, vous savez, il a fondé 3 congrégations. Il a beaucoup souffert. Mais Marie des Cédulaires avait passé 14 ans ici. Oui. Elle en avait parlé. Elle nous avait présenté le Père Moreau qu'elle connaissait. Hein? Mais le Père Moreau, on ne le connaissait pas. On connaissait beaucoup mieux Mère Marie des Cédulaires. Et j'oserais dire que la dévotion à Mère Marie des Cédulaires était beaucoup plus forte que la dévotion au Père Moreau. Elle la connaissait. C'est ça. Tu vois, Grady a donné beaucoup de cours au noviciat par après, là, tu sais, pendant cette période. Pendant 7-8 ans, hein? Mais moi, c'est là que j'ai appris à propos du Père Moreau. C'est quand je suis venue pour mon année de renouveau en 80. Oui. Moi, j'ai commencé avec Liette Finerté. C'est ça. Mais moi, j'étais partie du premier groupe avec Liette. Ah oui. Oui, en 80. Je suis allée en Haïti, j'ai donné du temps en Haïti au noviciat. Oui. Aussi. Et disons que ça fait partie de ma mission, vraiment. Non seulement de révéler le Père Moreau, mais d'en être un témoin. C'est ça. C'est autre chose. C'est ça.